Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Culture chez nous en direct. Culture chez nous, c'est l'émission du ministère de la Culture qui vous emmène un mardi sur deux à la découverte de lieux culturels, patrimoniaux, architecturaux remarquables. Ça se passe un peu partout en France et d'ailleurs, si vous nous suivez, vous avez vu qu'il y a 15 jours, on vous emmenait en balade sur les remparts de Saint-Malo. Vous savez aussi peut-être sans doute que ce week-end arrivent les Journées européennes du patrimoine. Ça se passe de vendredi à dimanche. Eh bien ce soir, on avait envie de s'intéresser, de vous montrer une catégorie du patrimoine, peut-être quelque chose dont on parle un petit peu moins souvent, le patrimoine archivistique français. Je me trouve ici au sein d'une institution multiséculaire en plein cœur de Paris, les Archives nationales. Alors les Archives nationales, gardienne de l'histoire de France, gardienne de la mémoire de la France depuis le 7e siècle jusqu'à nos jours. On va en parler bien sûr, mais avant que je rejoigne celui qui va nous guider à travers les lieux, à travers des pièces d'ailleurs, vous allez le voir, qui ne sont quasiment jamais ouvertes au public. Avant de découvrir ça, vous me voyez avec un téléphone à la main. Je vous le rappelle, c'est mon lien avec vous. Cette émission, elle est interactive, c'est aussi la vôtre. Posez-nous vos questions, faites-nous part de toutes vos remarques et je me charge de les transmettre. Je suis Thomas Blancard et je vous propose cette découverte, cette visite en compagnie de monsieur Bruno Ricard. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici et puis je remets bien sûr mon masque comme c'est l'usage. Bruno, vous êtes directeur des Archives nationales. Vous, je le disais à nos spectateurs, vous nous avez permis de monter un programme absolument exceptionnel ce soir. Avant qu'on s'engage dans les pièces, qu'on parle des archives, j'aimerais juste vous poser une question. Sur ce que découvrent ici nos spectateurs, on est dans une pièce, le Salon de la Princesse, on découvre un décor très chargé, somptueux, princier. Expliquez-nous un petit peu, c'est un ancien hôtel particulier, l'hôtel de Soubise. D'où nous vient ce patrimoine et à partir de quand on commence à y trouver des archives? Alors, on est dans un palais même. C'est un hôtel, mais c'est un palais princier. C'est vrai que c'est immense. Hein. C'est immense, c'est le palais de Soubise, donc on est au cœur du Marais. Le Marais qui était le quartier aristocratique jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et ici, c'est le palais de Soubise, hôtel de Soubise, de la famille de Rohan-Soubise, très très grande famille, et sur un terrain sur lequel il y avait d'autres hôtels avant, occupés par des très très grandes familles, famille de Clisson, famille de Guise. Donc on habitait ici, et donc là, pour le moment, on est au XVIIIe siècle, on ne parle pas encore d'archives. Hein. C'est pour ça qu'on n'en voit pas d'ailleurs autour de nous. Oui, on est au XVIIIe siècle. Ce palais a été construit au début du XVIIIe siècle par l'architecte Delamer. Et là, dans ce salon, on est au premier étage, étage de la princesse, le prince est au rez-de-chaussée. Dans ce salon, on a des décors du milieu du XVIIIe siècle, des décors rocailles qui sont exceptionnels. On le voit, hein, on le découvre là sur nos images, tous les plafonds peints, ce travail, cette dorure. Tout à fait. Et avec des toiles de nattoir sur les corniches, qui sont tout à fait exceptionnelles aussi. Alors, on le disait là, pour le moment, on est dans une époque où les Soubises habitent encore l'hôtel, il n'y a pas d'archives. Comment ça va se passer? À partir de quel moment on va trouver des archives ici? Alors, la famille de Soubise habite l'hôtel jusqu'à la Révolution. D'accord. À la Révolution, comme beaucoup de grandes familles aristocratiques, ils émigrent et l'hôtel va entrer dans le giron de l'État, qui va l'acheter aux créanciers des Soubise. Aux créanciers des Soubise. Donc Soubise. les Soubise fuient, voilà, quittent la France. C'est vrai que vous rappelez que c'est arrivé régulièrement et tous les grands nobles et les princes à ce moment-là quittent effectivement la France parce que les temps sont très troublés avec la Révolution pour eux évidemment. Et là, ils quittent et donc l'hôtel passe dans le giron de l'État qu'il rachète. Enfin... Alors, il est racheté par l'État et en 1808, ça c'est la grande date, il est affecté par Napoléon Ier aux Archives nationales. Et donc, c'est depuis 1808 que les archives sont ici. Qu'on a des archives ici. Alors, on traverse quelques pièces que vous découvrez d'ailleurs sur nos images et on sent bien qu'ici, on était effectivement dans des appartements. On a traversé une chambre. Hein. Donc, on n'arrive pas tout de suite, en tout cas, dans les espaces dévolus, dédiés aux archives. On va y arriver en passant là, ces deux portes que les gens découvrent. Avant ça, avant de franchir cette limite, parce que ça, c'est une limite exceptionnelle pour le coup. Vous nous disiez, 1808, l'empereur Napoléon Ier décide de rapatrier les archives. Il utilise des pièces. Il les met pas tout de suite dans les endroits qu'on va découvrir. Alors au départ, c'est l'hôtel lui-même qui abrite les archives. Mais au bout de quelques années, de quelques décennies, l'hôtel est plein. Il n'y a plus de place. Et donc, il faut changer d'époque et trouver de nouveaux locaux pour conserver les documents. D'accord, alors justement, rentrons. On passe ces deux portes et je vous annonçais une émission exceptionnelle ce soir. Eh bien, c'est le cas. Voilà, on arrive dans un espace ici. Cet espace, vous me le confirmez Bruno, n'est quasiment jamais ouvert au public, c'est ça? Il n'est quasiment jamais ouvert au public. Il est ouvert aux Journées européennes du patrimoine, donc le week-end prochain. Notez et sinon, bien. De manière rarissime.
vous avez la possibilité le week-end prochain de venir dans ces espaces qu'on appelle, on va le dire tout de suite, les grands dépôts. Hein, ces pièces-là, les grands dépôts, vous pouvez les visiter. Alors, ce sera des petites jauges, bien sûr, mais vous pouvez les visiter à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. On va, bien sûr, vous les faire découvrir un petit peu pendant notre visite. Bruno, on va avancer un petit peu là. On va rappeler, alors c'est vrai d'ailleurs, on découvre un décor autour de nous, des boiseries, du fer forgé. On sent bien que c'est une architecture un peu plus tardive. Oui, alors on a changé d'époque, effectivement, on passe d'un palais 18e, et là, on a l'architecture Napoléon III, un bâtiment fonctionnel conçu pour abriter les archives. Ces grands dépôts Napoléon III ont été achevés en 1865, et on voit bien qu'il y a à la fois des grands rayonnages en bois, mais également l'usage du fer, du métal. On arrive dans l'ère où on va construire la Tour Eiffel, les viaducs, c'est-à-dire qu'on commence à utiliser on sent tout le ça métal arriver, pour des dépôts destinés à conserver des archives. Alors, des archives, justement, il y en a du sol au plafond. Juste avant ça, vous êtes déjà 130 à nous regarder. Merci de nous regarder. Alors, on nous regarde du Brésil, on nous salue d'Italie. Merci à vous. Il y a Walter Valente, qui nous dit merci de nous faire découvrir le patrimoine français. Je vous écris depuis l'Argentine. Bon, c'est incroyable ce soir. En tout cas, vous nous regardez du monde entier. Bah, écoutez, ça fait plaisir. N'hésitez pas, je vous rappelle, à poser toutes vos questions. On a d'ailleurs une première question qui nous est arrivée de Marie Clément. Je vous l'ai dit, mais on va se la réserver juste pour tout à l'heure, qui nous demande combien de documents conservez-vous en tout ici. Alors, juste avant de répondre justement, parlons-en de ces documents. On voit des boîtes partout autour de nous. Quelle est la mission principale, la mission première des Archives nationales? Alors, la première mission, c'est de collecter et conserver les archives historiques de l'État central. L'État, le gouvernement, les archives de la royauté avant la Révolution, bien évidemment, puisque nos documents les plus anciens datent du 7e siècle. 7e siècle. 7e siècle, jusqu'à des documents très contemporains. Donc, on conserve les archives de l'État central de la France. Et aujourd'hui, on continue à collecter, évidemment, des archives du gouvernement, de la présidence de la République également. Alors ça, c'est intéressant parce que on est ici, je le disais, au sein de l'hôtel de Soubise, mais je crois que vous n'avez pas qu'un seul site. Il y avait presque pas assez de place, c'est ça, pour mettre toutes les archives? Alors, ce site était suffisant au 19e siècle et durant une grande partie du 20e siècle, le site parisien. Mais effectivement, on a construit, il y a une dizaine d'années, un bâtiment à Pierrefitte-sur-Seine pour conserver les archives contemporaines postérieures à la Révolution. Voilà, donc ici, du 7e siècle à la Révolution. Jusqu'à la Révolution. Et sur le site de Pierrefitte, là, on a des archives... de la Révolution, c'est-à-dire 1789, jusqu'à nos jours, on continue de collecter des archives. On conserve au total 373 kilomètres d'archives. On parle en kilomètres. Et pour répondre à la question... Voilà, pour répondre à la question... 373 kilomètres, c'est des milliards de documents. Marie, vous avez votre réponse. Des milliards de documents qui sont conservés ici. Et bien sûr, on va le préciser, les archives nationales, ça n'est pas que des documents écrits. Aujourd'hui, c'est aussi des téraoctets de données numériques. C'est aussi, oui, on collecte de plus en plus de données numériques. On conserve actuellement plus de 70 téraoctets de données qui s'accroissent chaque année. En papier, on collecte encore 3 à 5 kilomètres d'archives nouvelles chaque année. C'est quand même colossal. Hein. On a encore quelques années de collecte massive d'archives papier, mais on collecte aussi, et de plus en plus, des archives numériques. Alors, allons-y, parlons de ces fameuses archives. On arrive ici dans un premier espace et on a proposé, et vous nous avez proposé pour nos spectateurs, de dévoiler quelques-uns des trésors là, qui se trouvent ici aux Archives nationales. On le disait, les archives, elles remontent donc du 7e siècle, ici en tout cas, hein, jusqu'à la Révolution. Et là, vous allez nous proposer quelque chose qui est un petit peu après, évidemment, le 7e siècle. Je vous laisse peut-être nous expliquer et ouvrir cette boîte. Alors, sur le site de Paris, on conserve les archives du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime, et le minutier central des notaires. Ce sont les deux gros ensembles. Alors là, on a un document du Moyen-Âge. C'est une charte royale de Saint-Louis, sur parchemin. Donc, c'est de la peau d'animal, peau de mouton, en l'occurrence. Un document écrit en latin. Et par ce diplôme, par cette charte, Saint-Louis fixe l'organisation du financement de la Sainte-Chapelle. Alors, c'est écrit en latin, comme tous les actes de cette époque. Donc, on peut lire sur la première ligne, in nomine sancte et individue trinitatis amen, Ludovicus, donc Louis, Dei gratia, Francorum rex, par la grâce de Dieu, roi de France. Et on voit ce superbe sceau de Saint-Louis en majesté, sur de cire, un sceau de cire verte. La cire verte signifie que l'acte a une valeur perpétuelle. Incroyable. Alors, on va en voir un autre tout à l'heure de sceau, justement, et on verra à quel point il marque ce caractère très officiel, hein, justement, de ces documents.
On rappelle ici un parchemin. Alors, on a d'autres questions qui nous arrivent. On a Ayam Miss Lolita qui nous dit 7e siècle, waouh, ces archives sont numérisées de nos jours pour la conservation plus longue ou pas? Point d'interrogation. Alors oui, on numérise beaucoup de documents fragiles ou des documents qui sont très demandés en consultation par les chercheurs. Bien sûr. Bon, on imagine que tout n'est pas encore numérisé. On n'a pas numérisé les 373 kilomètres, mais de très très nombreux documents sont numérisés. On a plus de 12 millions de documents numérisés. 12 millions de documents numérisés. On a une autre question qui nous arrive de Marie à nouveau qui nous dit d'ailleurs, est-ce qu'il y a des mesures de conservation particulières? On parle ici d'un parchemin et c'est vrai que on ne sent pas de température particulière ici. Est-ce qu'il y a des mesures? Est-ce que vous avez mis en place quelque chose? Ce bâtiment n'est pas climatisé, mais il a été conçu, très très bien conçu, si bien que la température ou le taux d'hygrométrie peuvent évoluer, mais très lentement. Donc il n'y a pas de choc thermohygrométrique, c'est notre jargon professionnel, si bien que les documents se conservent très très bien. Et vous pouvez voir que cette charte du XIIIe siècle, de 1256, est en excellent état de conservation. Effectivement, on va vous la remontrer sur nos images. Donc là, vous êtes en train de nous dire l'ingéniosité du bâtiment fait qu'aujourd'hui, on n'a absolument rien besoin de faire de plus que de laisser ces documents vivre, parce qu'en fait, ils ne s'abîment pas, grâce à l'ingéniosité constructive, architecturale du bâtiment. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Alors, je vous propose qu'on avance un petit peu. Bruno, on a une question d'ailleurs qui nous demande, du coup, est-ce uniquement les documentalistes qui peuvent venir consulter les archives? Alors, dans ces grands dépôts dans lesquels nous nous trouvons, il n'y a que les archivistes et les agents des archives nationales qui peuvent y venir, sauf visite exceptionnelle comme Journée du patrimoine. Par contre, ces documents peuvent être consultés par les chercheurs en salle de lecture. Les chercheurs, quand je dis chercheurs, c'est toute personne qui le souhaite. Toute personne qui le souhaite. Voilà, je pense que c'était le sens de la question. Oui. Et gratuitement. Que nous posait PBFGVA, pardon, si j'écorche le pseudo. Voilà, donc vous avez la réponse. Toute personne qui le souhaite, on arrive, on fait une demande et l'archiviste vient ici et nous l'amène par contre en salle de lecture. Oui, tout à fait. Donc ils viennent soit sur le site de Paris, soit à Pierrefitte, selon le lieu de conservation des documents. Absolument. Alors, une question sur ces archives, puisqu'on dit, et on l'a bien vu, on dit que vous conservez, on le voit sur ces images-là, c'est des centaines, des milliers de boîtes qu'on a autour de nous, c'est vraiment très impressionnant. On a bien compris que vous les conservez. Est-ce que vous les exposez? Est-ce que vous avez une politique culturelle particulière pour montrer ces documents? Alors, pour conserver, ça n'a pas de sens. Si on les conserve, c'est bien d'abord pour les transmettre aux générations futures, d'où l'importance des conditions de conservation, de la pérennité des documents, mais c'est aussi pour qu'ils soient consultés aujourd'hui par les usagers d'aujourd'hui, par les publics d'aujourd'hui, par les citoyens d'aujourd'hui. Donc le premier mode de consultation traditionnel, c'est les salles de lecture. On reçoit chaque année à peu près 8000 lecteurs différents dans nos deux salles de lecture de Paris et de Pierrefitte, qui consultent au total plus de 100 000 cartons, registres, dossiers, photographies. Donc c'est quand même déjà colossal. Mais on ne s'arrête pas à ça, puisque les documents ne servent pas uniquement à la recherche historique, ils peuvent intéresser un public plus large qui peut juste voir tel ou tel document. Donc on fait des expositions thématiques, une sur Napoléon actuellement, dessinée pour Napoléon, ou le cycle des essentiels qu'on a lancé hier soir. Alors on va en dire un mot de ce cycle des essentiels. Je vous précise tout de suite qu'on vous a préparé un petit bonus. Si vous connaissez l'émission, vous savez que lors du replay de l'émission, vous avez un petit bonus qui vous permet de découvrir une autre facette du site qu'on fait visiter aujourd'hui. Eh bien, cette facette, justement, c'est ce cycle des essentiels dont parle Bruno Ricard là. Alors, le cycle des essentiels, on va juste en dire un mot quand même pour vous expliquer. C'est un cycle d'exposition, de documents, jalons, marqueurs de la construction de notre société contemporaine, c'est ça? C'est tout à fait ça, oui, tout à fait. Et le premier document qui est présenté, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est présenté jusqu'au mois de janvier, début janvier. Et bien sûr, d'autres documents suivront ce document fondamental. C'est ce que vous retrouverez dans le petit bonus. On vous parle de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Vous découvrirez sur les images l'exemplaire d'origine, bien sûr. Et puis, ce qu'oublie de préciser Bruno, mais il y est très attaché, c'est que vous avez la possibilité de voter pour les prochains documents qui seront présentés dans le cadre de ce cycle des essentiels. Et ça, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que vous allez sur le site des Archives nationales et vous pouvez voter pour choisir parmi une liste de documents qu'on vous propose, lesquels intégreront l'exposition, lesquels vous voudriez voir. Bruno, justement, sur cette notion de faire participer le public, de rendre accessible à tous, il y a une chose importante. Vous avez décidé de la totale gratuité
de toutes les actions culturelles, expositions, etc., qui peuvent se passer aux archives nationales, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors la gratuité, c'est quand même un peu dans l'ADN des archives, puisque dès la Révolution, par la loi du 7 mai Sidoran II, l'accès aux documents est gratuit. Donc l'accès aux documents dans des salles de consultation. Et on a souhaité, après étendre le principe de gratuité, déjà pour tout ce qui est numérique, en mettant en œuvre l'open data. Et puis depuis 2020, on a décidé que l'accès aux expositions et aux cycles essentiels, bien évidemment, mais aux expositions plus largement, serait gratuit. Parce que c'est une forme de redevabilité démocratique, c'est-à-dire que c'est des documents qui ont été produits pour administrer les citoyens, et il est important qu'ils puissent y accéder librement. Effectivement. Et quand on préparait cette émission, vous m'avez bien expliqué ça, qui est une idée un petit peu fondamentale là de l'institution. C'est cette idée que ces documents constituent le citoyen, constituent les citoyens, et donc c'est ce principe de redevabilité. C'est comme ça que vous l'appelez. Démocratique. Redevabilité démocratique. Ouais. Alors, on a d'autres questions qui nous arrivent. On a Devise Quentin qui nous dit « Bonjour, comment se fait la sélection des archives conservées, mais surtout, y a-t-il un tri de temps en temps ?» Tiens, c'est une bonne question, ça. Est-ce que de temps en temps, vous dites « J'en ai trop » ? Alors, il y a un tri avant que ça arrive. D'accord. C'est-à-dire que quand on reçoit 1 kilomètre, 2 kilomètres ou 3 kilomètres d'archives, il y a à peu près 50 ou 100 kilomètres qui ont été détruits. D'accord. On ne collecte pas tous les documents qui ont été produits, on collecte ceux qui sont considérés comme présentant un intérêt historique. D'accord, donc il y a quand même un regard qui est porté dessus, et là on se dit, ceux-là ont un intérêt particulier, on va les faire rentrer dans les... Oui, tout à fait. D'accord, bon, vous avez votre réponse, Quentin. On a David qui nous dit, cette salle est-elle accessible à tous? Alors je pense que David arrive un petit peu au cours de l'émission, on va le rappeler, cette salle n'est accessible à personne, sauf... quelques visiteurs pour les Journées européennes du patrimoine, mais même les chercheurs ne viennent pas ici. Tout à fait. Ce sont les archivistes qui amènent les documents en salle de lecture pour les chercheurs. Voilà. Et quand on voit toutes ces boîtes d'archives autour de nous, et quand vous voyez le trésor qu'on vous a montré, mais vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui arrivent, et non des moindres, eh bien, on comprend peut-être qu'il faut faire attention au flux, hein, c'est ça, de personnes qui passent par ces espaces. La protection des documents, c'est fondamental. C'est-à-dire que le document le plus ancien date du 7e siècle. On voit le nombre de siècles qui s'est écoulé. Les documents que nous conservons aujourd'hui, que nous collectons aujourd'hui, il faut que dans 10 siècles, 15 siècles, ils soient accessibles à nos successeurs. Donc cette notion, cette projection dans le futur, en fait, c'est fondamental pour nous aussi. Donc on a effectivement un protocole, des procédures de communication, mais les documents sont accessibles. Pas sur place ici, mais ils peuvent être communiqués en salle de lecture. Ils peuvent être communiqués. Alors, on arrive ici, il est presque 19h20. Il nous reste une dizaine de minutes en direct dans cette émission. Et on arrive là devant le clou du spectacle, on peut l'annoncer presque comme ça. Il y a un mythe, une légende presque, au sein des archives nationales. Ce mythe, il s'appelle l'armoire de fer. Alors on va parler de ça. C'est cette armoire que vous êtes en train de découvrir sur les images du haut là sur votre écran. Cette armoire de fer, pourquoi c'est un mythe? Parce que si je la résume simplement, derrière ces portes, dans cette espèce de coffre-fort réputé inviolable, on conserve près de 2000 documents qui sont les documents les plus prestigieux de l'histoire de France. C'est ça, oui, non? Alors c'est effectivement le Saint des Saints, et derrière ces portes de bois, on a une armoire de fer. Parce qu'on voit d'abord du bois. On voit d'abord du bois. C'est vrai qu'on ne devine pas tout de suite. Il y a une armoire de fer dans laquelle sont conservés certains des documents les plus prestigieux de notre histoire, en effet. Alors, on vous montre sur nos images Pierre Fournier, qui est un membre de votre équipe et qui va nous faire le plaisir, parce que voilà le moment que vous attendez, qui va nous faire le plaisir d'ouvrir cette fameuse armoire de fer. Et alors, on a plusieurs clés, c'est ça à l'origine, pour ouvrir. C'est un mécanisme très complexe qui se trouve derrière ces portes. Alors à l'origine, il y avait même 7 clés, il y en a 3 désormais. Il y a aussi un code. Il y a aussi un code. De quand date cette armoire de fer? Alors les serrures datent de 1791. 1791, c'était l'armoire de la première Assemblée nationale. Alors effectivement, c'est une armoire qui était aux Tuileries, mais qui est une armoire de l'Assemblée nationale et qui servait à conserver les assignats, pas les assignats, les planches qui permettaient d'imprimer les assignats, également les procès-verbaux de l'Assemblée nationale. Donc ça a vraiment une allure de coffre-fort, hein. C'est vraiment incroyable. C'est un coffre-fort. C'est un coffre-fort. Et donc ici, un code à l'origine, plusieurs clés pour l'ouvrir. Pierre continue de l'ouvrir, vous découvrez ces manipulations qui prennent un petit peu de temps. On a toujours 3 clés. Ouais. Vous voyez que c'est quand même encore très très protégé. Effectivement. Et
encore une autre porte derrière. On rappelle, hein, cette armoire de fer, vous allez découvrir à l'intérieur, donc elle conserve, on y conserve des documents. Quel type de documents d'ailleurs? Alors, on dit conserve des documents aussi fondamentaux que les constitutions, par exemple, D'accord. mais aussi des documents très prestigieux. Les originaux des originaux, des constitutions. Bien sûr, les originaux, mais aussi des documents très prestigieux comme le testament de Louis XIV ou celui de Napoléon Ier. Incroyable. Alors ça y est, là voilà. On arrive à ouvrir maintenant les deux battants et vous découvrez dans cette armoire tout un tas de petites boîtes rouges, hein, qui contiennent ces documents. Et on vous a préparé pour la fin de l'émission, sur la table ici au centre, on vous a préparé un exemple, 3 exemples de ces trésors qui sont conservés. Alors, on va commencer peut-être par ce premier. Alors, si je m'approche, moi, je découvre un livre qui ressemble, oui, à un espèce de journal, une écriture manuscrite. Racontez-nous, Bruno. Alors, ce document, c'est le journal de Louis XVI. En fait, c'est un agenda dans lequel il notait ce qu'il allait faire. On va s'écarter un tout petit peu pour permettre à la caméra de bien montrer. Et il est très célèbre, ce journal, cet agenda, parce que la date du 14 juillet, donc mardi 14. Alors, c'est à peu près au centre de la page. J'espère que vous arrivez à le distinguer. On est bien sur le journal de Louis XVI, journal où il écrit lui-même. Et qu'est-ce qu'il écrit? Effectivement, c'est lui qui écrit, donc c'est son écriture. Et le 14 juillet 1789, il a écrit rien. Et ce document est utilisé contre lui lors de son procès, alors qu'en fait, c'est un agenda rempli a priori, et il avait effectivement pas de rendez-vous de chasse, pas de rendez-vous familial, pas de messe. C'était à peu près les seules indications qu'il notait dans ce journal. Voilà, donc on a pensé pendant longtemps, en tout cas on a retenu à charge contre lui le fait qu'il ait presque négligé la Révolution, 14 juillet 1789, rien. En fait, pas du tout. C'est juste que le journal ne servait pas à ça. Le journal ne servait pas à ça. C'était un agenda rempli a priori. Et puis, il n'avait rien prévu ce jour-là. Bon, c'est quand même assez émouvant de découvrir ces pages avec cette écriture manuscrite de Louis XVI ici. Et on va passer à un autre type d'objet. Parce que ici, on a des documents écrits. On a parlé de beaucoup de documents écrits depuis le début de notre visite. Mais dans cette armoire de fer, vous ne conservez pas que des documents écrits. On a des objets. Alors, les archives conservent aussi globalement des objets. Il n'y a pas uniquement des objets dans l'armoire de fer. Par exemple, les procédures judiciaires, il y a des sacs de procédures avec les objets, les pièces à conviction, des armes, des fioles de poison. Donc ça, c'est aussi des archives. Et c'est conservé. Et là, c'est tout à fait lié au document qu'on vient de voir, ce sont les clés de la Bastille. Les clés de la prison de la Bastille. Oui, tout à fait. Incroyable. Alors, on en voit effectivement il y en a plusieurs rangées, il y avait beaucoup de clés. Il y avait beaucoup de clés, tout à fait. Mais vous les découvrez ici sur nos images, ce sont bien les clés d'origine qui ont été conservées. Alors, on nous demande d'ailleurs si l'armoire résiste au feu. Est-ce que vous savez si l'armoire résiste au feu? Alors, l'armoire étant métallique, elle résistera bien au feu. Bon, c'est sûr que si on la laisse ad vitam aeternam dans un feu, j'imagine que oui, c'est fini. Mais le risque d'incendie est faible ici parce qu'on a des pompiers sur place 24 heures sur 24. On a pris toutes les mesures pour que les archives nationales soient entièrement protégées. Voilà. Donc là, rassurez-vous. Alors c'était F. Guyard 7 qui nous demandait ça. Rassurez-vous. A priori, ça n'arrivera pas, mais l'armoire est quand même plutôt conçue pour résister. Elle a l'air solide, hein, je peux vous le confirmer. Alors on va avancer un petit peu. On arrive bientôt au terme de notre émission. Et là, on avait un autre document qu'on souhaitait vous montrer. On revient cette fois-ci sur un document écrit. On a parlé tout à l'heure, pour le cycle des essentiels, hein, je le rappelle, on a parlé tout à l'heure de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui était un préambule à la première Constitution. Alors, expliquez-nous. Alors, le document que vous voyez, c'est la Constitution actuelle de la France, de la Ve République, la Constitution de 1958, signée par le président de la République de la Quatrième République, le dernier, René Coty. René Coty, on voit sa signature. Et on voit ici la signature de Charles de Gaulle, président du Conseil des ministres. Président du Conseil des ministres. Il y a bien sûr beaucoup d'autres signatures ici. On trouvait assez symbolique de montrer à nos spectateurs, là, voilà l'exemplaire original de la Constitution de 1958, qui est la Constitution de notre République actuelle. Tout à fait, tout à fait. Et on voit aussi la tradition, puisqu'il y a un sceau. On voit ce sceau voilà, comme les sceaux du Moyen-Âge. On voit donc la tradition des grands textes juridiques de la France,
avec le scellement. Alors, on scelle très très peu de textes de nos jours, hein, les constitutions et les lois constitutionnelles, dont la Constitution, bien évidemment, de 1958. Alors, on va faire, allez, un tout dernier, un petit peu de rab, comme on dit. On n'avait pas prévu ça, mais on vous le montre quand même, juste derrière nous. On parlait de ces objets qui étaient conservés ici. Voilà un mètre, en tout cas les unités du système métrique et du kilogramme. On a le mètre étalon, le kilogramme étalon, qui ont été créés à la Révolution et qui sont conservés dans l'armoire de fer. Dans l'armoire de fer aussi, voilà. C'était un exemple, une illustration de plus de ces fameux objets qu'on retrouve ici dans cette armoire de fer et qu'on va vous montrer, voilà, une toute dernière fois sur nos images. Alors, on va préciser aussi une chose, cette armoire, elle est ouverte pour les Journées européennes du patrimoine, pour les gens qui viendront ici, elle est ouverte. Par contre, les documents ne sont pas sortis, mais en tout cas, les portes sont ouvertes et les boîtes sont quand même montrées et ce mécanisme d'ouverture, etc., est quand même montré. Voilà, on voulait vous le préciser. Alors, on a une dernière question qui nous arrive de Lucie qui nous dit « Comment gérez-vous la sélection et la conservation des documents depuis que la majorité est digitale ?» Alors, est-ce que vous avez encore une dernière précision à apporter sur cette… Est-ce qu'il y a une sélection est-ce qu'il y a une mesure particulière en termes de patrimoine digital qui se fait? Non, ça vous arrive de la même façon? Les principes de sélection sont les mêmes, qu'il s'agisse de digital ou de papier. On identifie les documents et les ensembles de documents qui ont le plus d'importance pour l'histoire, que ce soit du papier ou du numérique. Voilà, et vous les stockez sur des serveurs ensuite. Alors, le numérique est stocké sur des serveurs avec des duplications. On a toujours un site de sécurité. On imagine bien, effectivement. Pour éviter toute perte, bien sûr. Pour éviter toute perte, voilà. Écoutez, Bruno, merci beaucoup. On arrive maintenant au terme de notre émission. Je vais changer de caméra pour m'adresser à vous. Alors, bien sûr, je vous le rappelle, hein, si vous nous regardez en direct, la visite va s'arrêter. Mais pour ceux qui nous regarderont en replay, n'oubliez pas, on vous a préparé ce petit bonus dont on parlait, le cycle des essentiels, la première exposition inaugurée hier, et qui est présentée ici au sein des Archives nationales jusqu'au 3 janvier 2022. Cette exposition, elle vous présente la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Voilà, on voulait vous le rappeler. Et puis bien sûr, un dernier mot pour terminer. N'oubliez pas, ce week-end, les Journées européennes du patrimoine, la journée de vendredi, plus spécifiquement dédiée au public scolaire. Il y a encore des choses à organiser. S'il y a des instituteurs, des institutrices, par exemple, qui nous regardent, vous pouvez encore programmer des sorties, la journée du vendredi. Hein, et puis sinon, samedi, dimanche, bien sûr, le week-end des Journées européennes du patrimoine. Un site pour programmer toutes vos sorties, journéedupatrimoine.culture.gouv.fr. Voilà. Alors, merci encore Bruno pour cette visite, vraiment. Je voulais remercier également les équipes des Archives nationales qui ont rendu possible cette émission, et notamment Ratiba Kéniche, Grégory Tégué, Pauline Berny, Guylain Brunel, Pierre Fournier et Michel Harigot, voilà, qui vraiment ont œuvré avec nous pour rendre possible tout ceci, vous présenter ces documents, et c'était quand même quelque chose d'incroyable. Un grand merci au ministère de la Culture qui est à l'origine de l'initiative. Michael Coca, Cécile Ozanne, Barbara Penalen, Clémence Lannoy et Jérémy Razny. Et enfin, je tiens à remercier les équipes des agences Chez Toi et Thémaprod qui étaient à la retransmission de l'émission ce soir. Anthony Bellio derrière la caméra, Clémence Roquebert derrière l'autre caméra et Marine Bourges aux commentaires. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ça se passe, comme à chaque fois, tous les 15 jours. Donc, on vous donne rendez-vous le 28 septembre pour le prochain épisode de Culture chez nous en direct. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Salut! On se retrouve quelques minutes pour notre bonus comme promis. Je suis toujours ici au sein des Archives nationales et toujours en compagnie de son directeur, Bruno Ricard. Bruno, on avait envie d'accorder un petit peu de temps, un petit peu plus de temps en tout cas pour nos spectateurs, à ce fameux cycle des essentiels, un cycle d'exposition qui propose quoi, de montrer les documents, marqueurs, jalons de la construction de notre société, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. On veut présenter les documents emblématiques de la nation. Ceux qui sont des jalons forts de la construction de la société contemporaine, depuis l'Ancien Régime jusqu'à nos jours. Et on commence par un document emblématique s'il est né, le plus emblématique sûrement de notre histoire, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, je crois d'ailleurs que l'exposition et ce cycle des essentiels vient tout juste de commencer. Il a été inauguré hier, d'ailleurs, très officiellement. Racontez-nous, voilà, premier document, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. C'est vrai que c'est un document symbolique. On pouvait presque s'attendre à ce que ce soit
le premier, de montrer quelle valeur, quel symbole il porte et pourquoi vous avez choisi de le présenter en premier. On a choisi ce texte parce qu'il est fondateur de notre société actuelle. Il est utilisé aujourd'hui, il a une valeur constitutionnelle, il se retrouve, il est cité par les différentes constitutions depuis celle de 1852. Oui, il va inspirer beaucoup d'autres... Il va inspirer d'autres textes dans le monde entier. Il a une valeur à la fois pour le droit français, mais également à l'étranger. Et si la France est considérée aujourd'hui comme le pays des droits de l'homme, c'est parce qu'il y a eu ce texte qui a été adopté en 1789. Ici, vous présentez un extrait, en fait, c'est la première page, hein, c'est ça? Alors, on ouvre effectivement sur un document de plusieurs pages, donc on ouvre sur la première page, donc le début du préambule. C'est un original, bien évidemment, avec le billet du roi Louis XVI, ouais. Qui approuve la déclaration. Alors, après avoir hésité un petit peu, hein. Il a mis quelques semaines avant de l'approuver. Et par ces mots, donc, et par ces mots, j'accepte purement et simplement les articles de la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale m'a présenté. Bon, c'est sobre, court, hein, tout à fait. Voilà. Le 5 octobre 1789, alors que c'est fin août, que ces articles-là, le préambule des 17 articles, ont été adoptés. Incroyable. Donc il a attendu un petit peu. Il a attendu un petit peu, effectivement. Alors, on a cette déclaration qui est présentée ici, qui est un petit peu pensée comme un préambule à un autre document que vous présentez juste après, la première constitution, la constitution de 1791. Oui, en fait, la déclaration de 1789 sert de préambule à la constitution de 1791, qui est présentée ici avec cette très belle reliure. Constitution qui va avoir une durée de vie assez courte, puisque on est encore en période monarchique. Bien sûr. Et à la chute de la monarchie, bien, la déclaration et la constitution de 1791 perdent leur valeur juridique. Et c'est la raison pour laquelle ça nous amène on au troisième a document. Cet objet qui est assez étrange, hein, une plaque de métal, alors c'est du bronze, on ne sait pas trop, on voit qu'elle est abîmée, on ne sait pas trop ce qu'il y a. En fait, c'est une plaque de bronze sur laquelle était gravée la déclaration des droits de l'homme de 1789, et qui a été pilonnée parce qu'elle est un témoin de l'époque monarchique. Donc elle est pilonnée, de même que une version de la Constitution de 1791, qui est également recouverte de bronze et qui est également pilonnée par ce qu'on appelle le mouton national. Une sorte de bélier. On dirait bélier aujourd'hui, voilà, mouton national. Mais cette compression, hein, c'est presque du César, elle est conservée comme un témoin. C'est un monument historique en tant que tel, c'est un témoin de cet acte de pilonnage, de destruction, de cette plaque qui devait être conservée dans une colonne que l'on devait ériger sur les ruines de la Bastille. Sur les ruines de la Bastille, incroyable. Bon, on comprend mieux effectivement la gradation et le choix de médiation, de scénographie qui est fait ici en présentant ces trois documents-là. On va dire un mot aussi, quelque chose qui me semblait important, c'est l'inscription au registre des mémoires du monde de cette déclaration. Vous pouvez nous en dire un mot? En fait, c'est une inscription à l'UNESCO. Cette déclaration, la déclaration de 1789, d'abord est citée et est intégrée dans les différentes constitutions de la France depuis 1852, et notamment dans celle de 1958. Elle prend une valeur constitutionnelle en 1971, et au-delà de la valeur qu'elle a en France, elle est reconnue par l'UNESCO dans le fameux registre Mémoire du monde, comme ayant une valeur universelle exceptionnelle. Donc c'est un registre qu'on connaît un petit peu moins, et c'est vrai que ça valait en tout cas le coup de le signaler. Tout à fait. Pour mettre la lumière un peu sur ce registre-là à l'UNESCO. Ouais. C'est le pendant du classement UNESCO de monuments historiques ou de sites naturels. Mais pour des documents exceptionnels qui ont une valeur de mémoire, une valeur très symbolique. Tout à fait. D'accord. Et enfin, pour terminer, Bruno, un mot, puisque c'est le début, je le disais, du cycle des essentiels. Oui. On a ici ce choix de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en premier document. Vous avez, il me semble, déjà choisi le deuxième, qui sera, allez, on peut le dévoiler? On peut le dévoiler, oui, c'est le décret d'abolition de l'esclavage de 1848, qui sera présenté à partir du printemps prochain. Du printemps. Et pour les documents suivants, on a décidé que c'était au public de choisir. Bon, vous avez bien entendu, c'est à vous de choisir. Vous pouvez donc aller sur le site des Archives nationales et choisir, voter pour les prochains documents. Donc c'est plusieurs choix qui vous sont proposés et c'est à vous de choisir lequel pourrait être présenté ici dans le cadre de ce cycle des essentiels.
Merci beaucoup Bruno, encore une fois, de nous avoir accueillis pour cette émission Culture chez nous en direct. Ça se termine là maintenant pour ce soir, mais n'oubliez pas, on va se retrouver très vite le 28 septembre pour un nouvel épisode. Merci encore de nous avoir suivis, merci à toutes vos équipes et à vous-même d'avoir permis cette émission. À très vite, salut!